Nous sommes dans la cour des casseurs de pierre. On voit encore les contours de leurs abris. Cette cour a été choisie pour les exécutions des leaders de 1916 à cause de la hauteur des murs. Ils ont tous été fusillés par un peloton d'exécution à l'endroit où se trouve la croix. On était en pleine Première Guerre mondiale et 180 000 Irlandais se battaient dans l'armée britannique. Ils s'étaient engagés pour soutenir les petites nations et on leur avait promis que dès la fin du conflit, l'Irlande bénéficierait d'une certaine autonomie au sein de l'Empire. Les meneurs du soulèvement de 1916 étaient beaucoup plus réalistes. Ils soupçonnaient le Royaume-Uni d'utiliser les Irlandais comme chair à canon, et ils étaient persuadés qu'ils n'obtiendraient rien. Ils ont donc planifié une insurrection le dimanche de Pâques, finalement reportée au lundi de Pâques 1916. 1 millier de républicains se sont emparés de Dublin. Ils ont établi leur quartier général à la poste principale et après une semaine de combat contre l'armée britannique, ils ont été vaincus. Ils se sont rendus et le gouvernement britannique a ordonné l'exécution systématique des leaders. Ces hommes n'étaient pas populaires. Quand ils ont été capturés, jugés en cour martiale, puis transférés dans cette prison, ils se sont fait cracher dessus et huer. Les gens d'ici les considéraient comme des fauteurs de troubles. Ils avaient vu leur ville être détruite en moins d'une semaine. Les meneurs de l'insurrection savaient qu'ils ne pouvaient pas vaincre l'Empire. Mais ils se disaient que s'ils étaient exécutés, les Irlandais sortiraient de leur léthargie et n'auraient plus qu'un seul objectif, fonder une république. Les exécutions ont provoqué l'indignation générale. Le soulèvement auquel participaient au début environ 1500 hommes et femmes a été le premier pas vers la guerre d'indépendance. Ce qui s'est passé dans cette cour en 1916 a changé l'histoire de l'Irlande. En 1918, à la sortie de la Première Guerre mondiale, le Royaume-Uni organise des élections générales sur l'ensemble de ses territoires. En Irlande, alors toujours britannique, la victoire du Sinn Féin, le parti nationaliste, est écrasante. Londres conteste le résultat et interdit aux Irlandais de constituer leur parlement. C'est une déclaration de guerre. L'IRA, l'armée républicaine irlandaise qui s'est construite sur les cendres de 1916, passe alors à l'offensive. La guerre d'indépendance est le conflit qui a opposé l'IRA aux Britanniques pendant 2 ans, à la fin de la Première Guerre mondiale. Elle a eu lieu essentiellement dans l'actuelle République d'Irlande. Le Nord était relativement calme, la grande majorité des habitants étaient loyaux à la couronne et refusaient de se battre pour l'indépendance. Ils ne voulaient pas se séparer de la Grande-Bretagne. Économiquement et culturellement, Belfast était complètement à part à l'époque. C'était l'apogée de la puissance et de l'arrogance de l'Empire britannique. Et Belfast et ses environs jouissaient d'une prospérité inconnue dans les autres régions d'Irlande. Il y avait le plus grand chantier naval du monde, les plus grandes corderies, un immense secteur industriel qui était considéré comme la source de revenus du pays tout entier. C'était une région très prospère. En 1921, après 2 années de guerre, le Royaume-Uni soumet un traité de paix aux rebelles irlandais. Sous la menace d'une guerre totale en cas de refus, le Premier ministre britannique Lloyd George et Winston Churchill, alors ministre des colonies, imposent la partition de l'Irlande. Londres garde sous son autorité directe une province constituée des 6 comtés les plus riches de l'Ulster. À majorité protestante, elle est baptisée Irlande du Nord. Au sud naît un État libre, indépendant, constitué des 26 autres comtés. La famille républicaine se déchire. D'un côté, Michael Collins, le chef militaire qui, pour obtenir la paix, accepte la partition. Et de l'autre, Eamon de Valera, le stratège et politicien, inconditionnel de l'indépendance totale, qui entraîne les dissidents de l'IRA dans son sillage. Au terme d'une guerre civile d'1 an, les partisans de la paix ont gagné. L'île reste divisée.
en Irlande du Nord se développe un État protestant, conçu par les protestants, pour les protestants. En imposant la paix, les Anglais ont en réalité semé les graines d'une situation explosive. Je suis née en 1935 à Derry, à la frontière avec la République d'Irlande. Économiquement, socialement et politiquement, nous avons souffert de la partition de 1921. J'ai été élevée dans la foi catholique. On ne nous disait pas que Dieu était amour, mais qu'il nous punirait si on se conduisait mal. Alors, j'ai grandi avec un sentiment de culpabilité que j'ai gardé toute ma vie. Aujourd'hui, je réalise que cette culpabilité a baigné mon enfance. Mes parents n'avaient pas les moyens de m'envoyer à l'école secondaire. Et je savais, comme les autres filles de la rue où j'habitais, que j'irais travailler dans les usines de textile, parce que c'était le seul emploi rémunéré pour les femmes à Derry. On fabriquait des chemises, on cousait des étiquettes, faites en Angleterre, mais elles étaient faites ici, à Derry. Il m'a fallu du temps pour m'habituer. Quand je suis entrée à l'usine, à 14 ans, j'ai compris quelle était ma place dès que j'ai mis les pieds dans l'atelier. Sur le mur, une grande photo du roi d'Angleterre nous toisait. Ça m'était totalement étranger. Je suis restée à l'usine jusqu'à mon mariage. Le travail à l'usine était une forme d'esclavage. Et le mariage en était une autre, en tout cas à mes yeux. Je me suis mariée à 21 ans. Mon père était une exception dans le quartier, car il avait un emploi. Et ce qui était encore plus incroyable, c'est que notre logement nous appartenait. Il tenait à être propriétaire pour pouvoir voter. Seuls les gens qui possédaient leur logement avaient le droit de vote. Chez les républicains, le taux de chômage atteignait parfois 85%, du berceau à la tombe. On naissait en sachant qu'on passerait sans doute toute sa vie sans emploi, parce qu'on était catholique. À 15 ans, j'ai postulé pour un boulot dans un garage du coin. Ça a été ma première confrontation avec la discrimination. La première question qu'on m'a posée lors de l'entretien d'embauche a été « Quelle école avez-vous fréquenté ?» Quand je leur ai dit « l'école catholique », l'entretien a été terminé. Ça ne m'a pas alerté. J'ai pensé qu'ils n'aimaient pas mon allure. Je suis rentré chez moi et j'ai dit à mes parents que ça ne s'était pas très bien passé. Ils ont compris les raisons politiques sous-jacentes, mais ils n'ont pas essayé de m'endoctriner. Ils m'ont dit « tu trouveras autre chose ». Et ça a été le cas. La plupart des femmes avaient un enfant chaque année parce qu'on ne savait pas faire autrement. Le contrôle des naissances était interdit. J'étais catholique, et même si ça avait été permis, j'étais totalement ignorante. Le mot contraception ne faisait même pas partie de notre vocabulaire. Dans la rue où j'habitais, il y avait 56 maisons et 300 enfants. La première fois que j'ai rencontré un catholique, j'avais 17 ans. J'en avais sûrement déjà croisé en ville. Mais dans mon enfance et mon adolescence, tous mes amis, à l'école et en dehors, ceux avec qui je jouais ou que je fréquentais, étaient tous protestants. Ma mère avait une vision assez simpliste des choses. C'était la même chez les protestants comme chez les catholiques. Ça marchait dans les deux sens. Eux, c'est les méchants, nous, on est les gentils. À l'usine où elle travaillait, tous ses amis étaient protestants. Elle rencontrait rarement des catholiques. Quand on grandit exclusivement dans une communauté sans avoir de contact avec l'autre, on a vite fait d'accepter les idées reçues et de nourrir des préjugés sur l'autre camp.
C'est vers cette époque que j'ai commencé à réaliser combien il était dur de vivre dans une ville où on n'avait aucun droit. Tout ce que je pouvais faire, c'était écrire. Alors j'ai écrit au médecin de mon quartier qui était de la communauté unioniste. Il est venu me voir parce que je lui avais dit combien il était difficile de vivre dans notre maison. Il est arrivé à l'heure du déjeuner. Il n'y avait pas assez de place dans notre petite cuisine pour qu'on puisse tous y manger. Alors on s'asseyait dans l'escalier avec notre assiette sur les genoux. Je lui ai dit, regardez, on est tellement à l'étroit qu'on est obligé de manger comme ça. Ça a marqué la naissance d'un groupe appelé l'Association des locataires que j'ai formé avec mes voisins. Je crois que cette association a donné aux gens de l'espoir et un but. Parce que jusqu'à ce moment-là, on était littéralement à genoux. On restait passifs, sans rien faire pour remédier à la situation. En Irlande du Nord, la majorité protestante est unioniste. Elle veut le maintien de l'union avec la Grande-Bretagne. Elle a mis en place un système politique qui prive les catholiques de leurs droits les plus fondamentaux. Mais à la fin des années 60, la minorité catholique se réveille et organise de grandes marches pacifiques. Elle veut de meilleurs logements, elle veut de meilleures conditions de vie, elle veut les mêmes droits civiques.